Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est la fête des pères dans la quotidienne avec quelques jours d'avance. On va les examiner, ces pères, sous toutes leurs coutures, à l'occasion de la parution d'un passionnant Que sais-je, signé Sébastien Dupont. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes Actu, anniversaire et programmes d'histoire. Il y a tout juste 230 ans, la Révolution basculait un peu plus dans la terreur. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, récré BD, avec la parution du dernier tome des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier. Au sommaire de son cours particulier, on parle du bonheur à l'école, une initiative mondiale mise en place par l'UNESCO. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Jusque récemment, ce sont moins des connaissances empiriques que des idées générales, voire des stéréotypes qui ont occupé les discours sur le père. Il serait le représentant de l'autorité dans la famille. Il aurait pour rôle de séparer l'enfant de la mère. Il incarnerait un patriarcat ancestral. Enfin, il serait souvent absent. Voilà ce qu'écrit Sébastien Dupont dès l'introduction du passionnant Que sais-je qu'il publie au PUF, les presses universitaires de France. Et ces stéréotypes, il les démonte et les documente patiemment dans ce livre, aussi dense que riche. Le titre, c'est Les pères et la paternité. Sébastien Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie, professeur associé à l'Université de Strasbourg. Le livre est super riche, donc forcément, on ne va pas pouvoir tout dire. Mais je voudrais quand même commencer par un point qui peut paraître être un point de détail, mais que vous abordez dès le début. Vous rappelez des études sur les animaux non humains. Qu'est-ce que les animaux non humains ont à nous dire sur notre façon à nous d'être pères, nous humains? Déjà, ça nous décentre de cet anthropocentrisme qui nous caractérise. Ça nous permet de prendre du champ et de nous apercevoir qu'il y a d'autres groupes d'animaux comme les poissons ou les oiseaux ou les pères, puisque les éthologues parlent de pères, y compris pour les animaux, ont un rôle important, y compris dans les soins directs aux petits, et que finalement ce sont des paramètres de l'évolution de chaque espèce assez subtils. Est-ce que l'incubation a lieu ou non dans le corps de la mère? Quelle est l'espérance de vie de chaque sexe? Est-ce que la mère peut ou pas nourrir à elle seule les petits, etc. Ce sont des paramètres très fins qui, au bout du compte, favorisent ou défavorisent l'implication des pères, là où nous, centrés sur notre propre espèce, nous considérons des aspects moraux, culturels, voire idéologiques. Donc ça nous permet de prendre du temps. Il y a un petit peu d'histoire naturelle dans tout ça. Voilà. Et c'est une première erreur, l'anthropocentrisme, écrivez-vous. La deuxième étant ce que vous appelez le ressentisme. C'est-à-dire, et je vous avoue avoir moi-même eu tendance à le faire par moments, on se dit, l'histoire de la famille, tout ça commence au 19e siècle, il ne s'est rien passé avant, et c'est tout à fait faux. Il y a eu 1000 façons d'être père à travers l'histoire. Oui, c'est ça. Et l'implication des pères est même une variable assez ancienne, puisque les anthropologues, les paléoanthropologues l'identifient à environ moins 500 000 ans avant notre ère. L'anthropologue britannique Anna Machin va jusqu'à dire que les pères ont sauvé l'espèce humaine. Alors voilà, une étape sensible de son évolution. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il se passe plein de choses vers 500 000 sous la pression de différents facteurs. Voilà, donc il y a de nombreux facteurs, notamment la station verticale, qui fait que les bassins des femmes, des mères, n'ont pas pu évoluer en proportion de la taille du crâne et de la taille du cerveau. C'est ce qui explique, entre autres choses, que les petits humains sont tellement prématurés, nous naissons tous prématurés, et que le niveau d'altricialité, comme disent les anthropologues, est très élevé. Il faut le traduire. Ou de dépendance. De dépendance absolue, voilà. Et très long, jusqu'à 27 ans en moyenne. 35 ans chez les garçons, non, je plaisante. C'est ça. Et donc, les mères n'ont plus pu seules s'occuper des petits. Il y avait aussi le problème de la mortalité chez les humains, très important. Donc, il fallait avoir entre 5 et 8 petits pour espérer atteindre le taux de reproduction et donc avoir deux qui eux-mêmes se reproduisent. Et c'est là que les pères de plus en plus s'en mêlent. Les pères s'impliquent, voilà. D'abord, semble-t-il, pour nourrir les mères pendant la grossesse, et ensuite pour nourrir les petits, pour s'en occuper et pour les éduquer. L'idée générale, en tout cas, je vous cite, c'est que cette division des rôles entre le père et la mère, c'est pas des raisons morales, en moins 500 000, mais même après, c'est tout simplement que ça s'est révélé, selon vous, plus efficace pour la survie du groupe. Dans les marqueurs historiques, toujours, l'Antiquité qui institutionnalise quand même la paternité. Voilà, c'est ça. On est allé vers des systèmes de plus en plus
patrilocaux, patrilinéaires. Alors après, il faut toujours relativiser tout ça, parce qu'un autre biais dont on n'a pas encore parlé, c'est le biais de l'élitisme, c'est-à-dire que toutes ces règles concernant le pater familias, etc., en fait, étaient valables quasiment uniquement pour l'aristocratie, y compris dans la Rome antique. Et plus on descendait dans le peuple ordinaire, moins c'était vrai. Aujourd'hui, ça se trouve dans la loi. Les enjeux de ce qu'on appelle aujourd'hui le patriarcat étaient valables. En fait, chaque famille faisait ce qu'elle pouvait à viser de survivre. On va rester sur ces aspects historiques pendant une petite minute. Ensuite, on va voir l'antisèche de Cécile. Mais juste pour clore, dans les erreurs courantes que l'on fait, vous dites aussi qu'il y a le fait de penser que les pères ne connaissaient pas l'affection parentale. Oui. C'est une invention récente. En fait, non. Non, c'est ça. En fait, l'un des biais qu'on a, c'est comme vous l'avez dit, c'est le récentisme. Donc, on regarde comment c'était avant la Deuxième Guerre mondiale ou au XIXe siècle. Alors que ce que disent les historiens, c'est la révolution industrielle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt une exception dans l'histoire de l'humanité où les rôles se sont vraiment écartelés, comme ça, contrastés entre père et mère. Avant, les avec mères... schématiquement le père qui sort pour aller chercher le salaire et la mère qui reste à la maison. Je le dis de manière un peu grossière, mais alors qu'auparavant, les mères s'occupaient des enfants et travaillaient, et les pères travaillaient et s'occupaient des enfants. C'était donc finalement, c'est un retour aux sources auquel on assiste aujourd'hui. Un retour aux sources, en effet. Et peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est qu'auparavant, notamment au Moyen-Âge, père et mère et enfants étaient toute la journée ensemble, travaillaient ensemble, dormaient ensemble, mangeaient ensemble. Et traditionnellement, les mères formaient les filles et les pères formaient les fils. Dans toutes les dimensions de la vie, c'est-à-dire les talents agricoles et artisanaux, mais aussi le savoir-vivre, les observances religieuses, les loisirs, de la maison, etc. D'où une proximité assez grande père-enfant. Sébastien Dupont, on le comprend tout de suite, le bouquin est passionnant. On va passer maintenant, j'allais dire à maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on devient père? Mais on le fait juste après l'antisèche. Cécile Fournier. Une antisèche historique et révolutionnaire. Cécile, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de nous replonger dans les heures de la Révolution française, dans les heures sombres de la Révolution française en ce 10 juin. Oui, donc nous sommes le 10 juin 1794, il y a de cela 230 ans. La période qu'appelleront les historiens la terreur passe au cran supérieur et on entre dans l'ère de la grande terreur qui ne durera pas très longtemps mais qui va être terrible, on va le voir. Et on y entre du fait de la loi dite prairiale. Oui, c'est la loi du 22 prairiale en 2, autrement dit le 10 juin 1794. C'est une loi qui renforce la terreur et qui renforce les compétences du tribunal révolutionnaire. Dorénavant, la sentence est rendue selon l'intime conviction morale des juges et des jurés. C'est pour aller plus vite en fait, c'est clair. Et l'issue de ce procès, c'est soit l'acquittement, soit la peine de mort. Il n'y a pas de juste milieu. Parfois, on condamne sans acte de condamnation, ou alors on fait appel à des témoins faux ou des témoins un petit peu doutés. Résultat, ça va guillotiner à tout va. Entre le 14 juin et le 27 juillet de cette année-là, donc en 43 jours, il y aura entre 1356 et 1515 condamnations. C'est plus de la moitié de l'ensemble des condamnés à mort sur la période 1793-1795. Et c'est cette période où les héros de la Révolution passent à la guillotine. Oui, eux aussi, ils n'y échapperont pas. Danton et Desmoulins sont exécutés en avril 1794, donc soit un petit peu avant la Grande Terreur. Robespierre, lui, est exécuté le 28 juillet 1794, exécution qui marque la fin de la Révolution française, bien que ce charmant tribunal révolutionnaire ne soit déçu que le 31 mai 1795. 1795, donc 2 ans après sa création. Oui, alors, il faut faire un petit retour en arrière. Alors, pour contextualiser tout ça, en mars 1793, des révolutionnaires, dont Danton, vont créer ce tribunal dans le but de punir les ennemis de l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, il faut dire qu'en intérieur, ça s'agite beaucoup. Il y a des craintes de guerre civile. Par exemple, en Vendée, il y a une révolte contre les nobles, soutenue par des officiers contre-révolutionnaires. Ça ne plaît pas du tout. Danton dira qu'on crée ce tribunal pour éviter que la vengeance populaire ne punisse eux-mêmes ses ennemis. Et il ajoute, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Oui, ils vont l'être. Il y a juste derrière, je crois, la création du comité de salut public, c'est pas ça? Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un gouvernement de guerre qui se dote de tous les pouvoirs pour lutter contre les ennemis de la Révolution. La Constitution est suspendue.
Le député Robespierre devient l'incarnation de ce qu'on appellera la terreur, tandis que de son côté, Camille Desmoulins, lui, il est un petit peu contre toutes ces méthodes. Quand on dit tous les pouvoirs, c'est vraiment tous les pouvoirs. Hein. Ah oui. Et c'est là que c'est le début de l'origine de la terreur, avec des méthodes assez radicales. On a cité quelques-unes des victimes, dont Robespierre d'ailleurs à la fin, mais parmi les autres... Oui, alors Charlotte Corday, Marie-Antoinette évidemment, Olympe de Gouges, Jean-Sylvain Bailly, à qui l'on reprochera d'avoir témoigné en faveur de Marie-Antoinette, ou encore les 17 carmélites de Compiègne pour fanatisme et sédition. Elles seront béatifiées, elles, en 1906. Et donc la terreur s'achève en 1795. Oui, avec la fin du tribunal révolutionnaire en mai. Puis en octobre, le début du directoire, mis en place par les républicains modérés. Et alors, on met en place le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, ça veut dire que seuls les citoyens qui payent un certain niveau d'impôt peuvent voter. À ce moment-là, ils seront 30 000. C'est ça, 30 000 à peu près. Mais le directoire, c'est encore une autre histoire. Tout à fait. Peut-être qu'on y reviendra à l'occasion d'un anniversaire. Merci en tout cas pour cet éclairage. La Révolution qu'on retrouve de manière récurrente tout au long de la scolarité. Grand oral, père et paternité. Qu'est-ce qu'il se passe quand on devient père? C'est le sujet du cœur du livre de Sébastien Dupont, Les pères et la paternité, qui vient de sortir. C'est un que sais-je. Vous commencez par expliquer que le fait de devenir père, ça entraîne d'abord tout bêtement des changements physiologiques. Oui, c'est ça. En fait, on a parlé auparavant de l'ancienneté de l'implication paternelle dans notre espèce. Et on a des traces maintenant biologiques de cette ancienneté, notamment des changements hormonaux. Donc lorsque les hommes deviennent pères, on observe plusieurs changements hormonaux, le plus impressionnant étant la chute de la testostérone, d'en moyenne 33%, et l'augmentation d'autres hormones comme l'ocytocine, hormone de l'attachement, et la prolactine, hormone de l'allaitement. Et ces différents changements favorisent la réceptivité du père aux pleurs du bébé, aux soins du bébé, l'empathie, autant de compétences importantes lorsqu'on devient un père. Et à l'inverse, ça rend le père moins agressif et moins intéressé par la sexualité. Donc on pourrait dire que la biologie aide les hommes à rentrer dans ce rôle de père. On pourrait parler d'instinct paternel. C'est ce que j'allais vous demander, parce que je sais que l'instinct maternel, et on en a débattu avec certains invités sur ce plateau, son existence est débattue, mais au fond, il y a des traces de ce qu'on pourrait appeler un instinct paternel. Oui, c'est ça, un instinct biologique paternel, mais qui est en interaction à l'environnement. On sait par exemple que cette chute de testostérone est vraie pour tous les pères qui sont avec la mère, qui habitent avec la mère. Mais si l'homme s'occupe ensuite très peu de ses enfants, on voit le taux de testostérone ça remonte tout de suite. Alors qu'il reste bas chez les pères qui s'occupent le plus de leurs enfants. L'implication paternelle, elle ne dépend pas uniquement de ces facteurs biologiques, mais elle est très, très, très multifactorielle. Ah oui. Oui, il y a énormément de facteurs qui vont du statut marital au type d'emploi, etc., ou même au milieu social. Mais les deux facteurs, semble-t-il, les plus puissants, c'est, on n'y penserait pas toujours, la qualité de la relation conjugale. Plus ça va bien dans le couple, plus le père va s'impliquer auprès de son enfant, ce qui d'ailleurs pour nous les professionnels devrait nous indiquer qu'on devrait être peut-être plus vigilant à l'évolution du couple pendant la grossesse, etc. Et le deuxième facteur, alors ça peut paraître un peu étrange, c'est ce qu'on appelle l'attachement prénatal. C'est est-ce que le père s'attache au fœtus? Alors ça a l'air étrange de dire comme ça, mais est-ce qu'il investit la grossesse? Est-ce qu'il pense à la grossesse? Est-ce qu'il pense au bébé? Et donc là, toutes les techniques comme l'aptonomie et autres peuvent être très utiles en fait pour favoriser cet attachement. Tout ce qui permet ce lien, vous dites quand même que l'attachement du père, plus tard, sera plus corrélé à l'adaptation scolaire, à l'intégration sociale, à la résilience que la mère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des façons différentes de faire lien. C'est ça. En fait, le caregiving, donc les soins parentaux ont deux grands piliers, la protection et l'encouragement à l'autonomie. Et schématiquement, même si les deux parents font des deux, en moyenne, le caregiving des mères est plus centré sur la protection et le caregiving des pères sur l'encouragement à l'autonomie. Donc on sait que l'attachement paternel est très favorable à la socialisation, à l'adaptation, au fait de prendre des risques, de se confronter à ce qui fait peur. Etc. Mais aussi au langage. Et là, je dois vous dire que ça m'a extrêmement étonné. Un apport spécifique des pères sur l'acquisition du langage. Expliquez-nous comment, pourquoi. On parle de langue maternelle. On a longtemps pensé que le langage passait avant tout par la mère. Pour beaucoup de raisons, elles passent en moyenne plus de temps avec leurs enfants et elles parlent plus à leurs enfants que les pères. Et des études assez étonnantes ont montré que le père avait
plus d'impact sur le développement du langage que les mères. Plusieurs hypothèses. Les pères ne font rien d'extraordinaire, en fait. Ils s'adaptent moins. Regarde Cécile, dernière, je vais m'en prendre une dans pas longtemps. On ne sait jamais, elle a peut-être un enfant. Pas grand-chose. Les pères s'adaptent moins que les mères au langage du petit. C'est-à-dire, ils parlent pas le langage bébé. Un peu comme ils parlent aux adultes. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus exigeant comme langage. Et ils ont tendance à moins aider l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, ils posent plus de questions ouvertes dans lesquelles il n'y a pas d'indice sur la réponse. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas répéter des mots de la question. Et ça favorise, on le sait dans les apprentissages. Voilà, c'est plus stimulant. C'est ça. Mais ça, on retrouve dans les travaux de Kortchak, de Montessori et de plein de chercheurs qui le disent, d'apprendre cette forme d'autonomie. Un dernier point, lorsqu'on additionne le temps professionnel et le temps consacré aux tâches domestiques et parentales, vous expliquez que les durées totales d'activité des pères et des mères sont à peu près comparables. C'est ça. On a parlé avant de l'éthologie. On a parlé avant de l'éthologie. J'ai adoré votre livre, il faut que vous le sachiez. En fait, l'éthologie animale dont on a parlé tout à l'heure fait une distinction intéressante entre soins directs et soins indirects. Voilà. Les soins directs, c'est pourvoir, chasser, nidifier, etc. Et donc, on peut considérer le travail dans nos sociétés développées comme un soin indirect. Et voilà. On a d'ailleurs beaucoup d'indices qui nous montrent que les hommes qui deviennent pères orientent leur activité professionnelle dans cette voie, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à accentuer leur implication professionnelle au moment de l'arrivée de l'enfant et à faire des choix professionnels moins guidés par ce qui leur plaît ou ce qui les épanouit, mais parce qu'ils permettent de gagner davantage. Et on observe une augmentation du stress au travail chez les pères qu'on n'observe pas chez les mères. Parce qu'il y a cette anxiété du soin et puis de garantir une sécurité, de pourvoir la famille. Et donc, parce qu'on chasse le mammouth et tous ces trucs-là, vous voyez Cécile, voilà. Et c'est stressant de chasser le mammouth, il faut le savoir. Et donc il y a des effets de vases communicants, on pourrait dire que les mères consacrent en moyenne un tiers aux soins directs, deux tiers aux soins directs et un tiers aux soins indirects. Chez les pères, c'est l'inverse, mais quand on additionne, vous avez fait un petit tableau, je l'ai plus sous les yeux, mais je crois qu'on arrive à 8h03, 8h05 par là. C'est à peu près le même chiffre. On va continuer à discuter de tout cela, mais elle a bien mérité de prendre la parole. Rien que pour elle, Cécile, la récré. Récré, lecture autour d'une bande dessinée star des adolescents, star des CDI. Amélie Paris nous l'avait raconté, et avec à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors oui, la bonne, c'est que le tome 9 des Cahiers d'Esther, signé Riyad Sattouf, intitulé « L'histoire de mes 18 ans », vient de paraître aux éditions Alary. Yes, c'est chouette. Ouais. Mais mauvaise nouvelle. Oui, c'est le dernier. Mais oui, c'est le dernier tome. Le 9, ce sera le tout dernier de la série. Série qui, je le rappelle, a débuté en 2016 et qui raconte la vie d'Esther, une jeune Parisienne de ses 10 ans à ses 18 ans donc. Est-ce qu'on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès des 8 premiers tomes de la série? Évidemment, de l'humour, la réflexion d'une jeune fille. Là, elle a donc 18 ans, donc elle doit passer son bac, elle doit se confronter à Parcoursup, avec évidemment ses réactions sur l'actualité. On parle notamment ici de la mort de Masha Amini, la jeune Iranienne de 22 ans, exécutée par la police des mœurs iraniennes, ou encore la mort également de Elisabeth II. C'est tendre, c'est fin, et ça raconte vraiment notre société et toute une époque qui va avec. Et c'est toujours inspiré d'histoires vraies, du vrai témoignage, parce qu'elle existe, Esther, sauf qu'elle ne s'appelle pas Esther. Voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais en fait, Riyad Sattouf n'étant pas une jeune fille de 10 à 18 ans, mais un réalisateur et auteur de BD franco-libanais de 46 ans, en fait, il utilise depuis tout ce temps les confidences de la fille d'un couple d'amis. Tout commence en 2014, quand il rencontre la vraie Esther, dont on ne connaît pas le prénom, et décide d'écrire ses aventures, et il peut le faire dans les pages du magazine L'Obs, et la première planche paraît en octobre 2014. Et donc, ce sont ces histoires, et elle a la même façon de parler, mais en fait, Esther, physiquement, ne ressemble pas. La vraie Esther ne ressemble pas à ce serait Esther. trop facile, sinon. Mais comment il travaille, vous savez ça? Oui, je le sais. Il l'a raconté. En fait, il s'appelle régulièrement, et spontanément, elle va lui délivrer 2-3 anecdotes dont il va peu se servir. Il avait donné une interview en disant « La vraie Esther est peut-être devenue un peu moins volubile aujourd'hui que lorsqu'elle était plus jeune, mais même la mollesse adolescente dans laquelle elle se trouve aujourd'hui la fait rire, donc ça reste positif. » Et il raconte que parfois, c'est lui qui lance des thèmes pour tester ses réactions. Il confiait « Je lance même régulièrement certains sujets dont j'imagine qu'elle ne sait pas grand-chose parce que même l'ignorance me plaît. Par exemple, je lui ai parlé de Greta Thunberg. Elle a d'abord pensé que c'était une candidate de The Voice. » Et il ajoute « Raconter comme ça peut faire sourire, mais pour moi, ça a un sens. Ça dit quelque chose de notre société.
Ça signifie qu'on entend parfois des choses, mais qu'on ne sait pas où les ranger. Ça explique un peu la construction chaotique d'une opinion politique à l'adolescence. Bon, et on souhaite à Riyad Satouf et aux lectrices et aux lecteurs que le tome 9 connaisse le même succès que les précédents. C'est un best-seller mondial. Ah bah oui. Ouais. À ce jour, l'ensemble des 8 tomes a été vendu, selon l'éditeur, à plus de 1,5 million d'exemplaires. Ils sont traduits en anglais, allemand, chinois, coréen, espagnol, grec, italien, portugais, serbe et slovaque. Formidable. On rappelle que Riyad Satouf, en janvier 2023, aussi est élu Grand Prix de la 50e édition du Festival d'Angoulême et qu'Esther Lavray se voit parfois offrir des exemplaires, des cahiers d'Esther pour son anniversaire par des copines qui trouvent ça sympa. Donc il faut qu'elle garde poker face. Cécile, merci beaucoup. Grand oral, Sébastien Dupont. Quand la jeunesse va mal, les pères se retrouvent régulièrement sur le banc des accusés, au point qu'Emmanuel Macron envisage de leur imposer un devoir de visite en cas de séparation. Mais peut-être faudrait-il commencer par leur faire une place dans les politiques publiques. C'est en tout cas une des hypothèses que déroule Sébastien Dupont dans Les pères et la paternité, qui vient de sortir chez Que sais-je. Alors, vous ne le faites pas en référence à la citation d'Emmanuel Macron qui est postérieure à la rédaction du livre. Néanmoins, favoriser l'implication des pères dès la grossesse, dès la petite enfance, c'est absolument déterminant pour leur implication ultérieure. Ça, vous l'avez dit. Et il faudrait pour ça qu'il y ait des politiques publiques. C'est ça. En fait, l'un des talons d'Achille de nos politiques publiques, sociales et familiales, c'est qu'elles ont été élaborées après-guerre, dans une époque où il fallait aider des veuves de guerre, aider des mères qui travaillaient peu, moins, face à des pères inconséquents ou violents. Donc beaucoup de nos politiques sont faites pour, au fond, compenser l'absence de pères. Elles sont orientées plutôt vers les mères. Ce qui n'est pas totalement absurde non plus, parce que quand on est typiquement sur les familles monoparentales, une famille monoparentale, c'est une maman seule. Donc je n'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est un pourcentage écrasant, 80%. Mais voilà. il y a peut-être un mot là-dessus. La notion de famille monoparentale est très datée, et on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, il s'agit d'un abus de langage. C'est-à-dire, ça n'est pas, dans la plupart des cas, une famille monoparentale, mais un ménage monoparental. Oui, voilà. Et l'enfant ou les enfants ont un père, la plupart du temps, qui les a reconnus, qui est là, qui peut les voir, s'occuper d'eux, etc. Et donc, l'inconvénient de ce genre de notion de famille monoparentale, c'est qu'on va négliger le père, ou alors comme le voir essentiellement comme un pourvoyeur de revenus à la mode du 19e siècle, donc payer une pension alimentaire, etc. Et beaucoup moins se préoccuper comment favoriser le lien, comment favoriser la garde, comment favoriser la relation, etc. Et finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron est intéressant. Il a souhaité donc ouvrir un débat. Autour de cette idée, faudrait-il transformer le droit de visite et d'hébergement en devoir de visite et d'hébergement? Ça va un petit peu dans le même fil que d'autres propositions autour de la résidence alternée par défaut en cas de désaccord des parents. Qui existe depuis plus de 20 ans et dont on voit qu'elle stagne un peu malgré tout. Enfin, que c'est un peu une solution pour riches et bien portants, enfin, parce qu'il faut se la payer. Et, En fait, il y a une force d'inertie des tribunaux, des avocats, etc. Alors qu'on sait, on a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que, en moyenne, la résidence alternée est favorable au bien-être de l'enfant, au bien-être du père, au bien-être de la relation, et on ne le dit pas assez, au bien-être de la mère, à l'employabilité de la mère, à la possibilité de la mère de se remettre en couple, etc. Ce qui fait qu'au contraire de la France, dans d'autres pays, comme dans les pays anglo-saxons, ce sont plutôt des groupes féministes qui militent pour la résidence alternée. Parce qu'elles ont compris que c'était dans leur intérêt. La résidence principale. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est plutôt les mouvements type SOS Papa et autres qui ont porté ce genre de mobilisation. En 30 secondes, Sébastien, pourquoi favoriser l'engagement des pères? C'est un enjeu des politiques publiques. Ça pourrait avoir plein de résultats positifs, sans entrer dans le détail si on les liste. Bien-être pour les enfants, puisqu'on est à School TV, en moyenne, la scolarité, les apprentissages, c'est un facteur de protection, y compris au niveau de la santé mentale, c'est un facteur de socialisation. C'est bien, il faut le dire aussi, pour la santé mentale des hommes eux-mêmes. La paternité, mais Durkheim l'avait déjà montré, est quelque chose qui structure les hommes, qui les socialise, qui oriente leur vie. Et c'est bon aussi pour les mères. À vrai dire, hors situation exceptionnelle de maltraitance, la juste implication du père est bonne pour tout le monde
et bonne pour la société. Et ben voilà, c'est ça la fête des pères. Alors il y a une super idée de cadeau, les pères et la paternité. C'est un que sais-je vraiment très très riche. Je vous ai présenté comme psychologue parce que vous l'êtes, mais c'est très pluridisciplinaire. Hein. Il y a de l'histoire, il y a des sciences naturelles, la biologie. Enfin bon, il y a absolument tout ça dans le bouquin. C'est un inédit, un que sais-je qui vient de sortir. Merci beaucoup. On va également remercier Cécile et accueillir Marie pour aller voir ce qui se passe dans des écoles heureuses. Ça existe, vous allez voir. Cours particulier, donc notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On parlait d'initiative pédagogique. Le bonheur à l'école aujourd'hui, initiative mondiale. Elle a été mise en place par l'UNESCO. Oui, Happy Schools, Écoles heureuses en bon français, c'est le nom de l'initiative de l'UNESCO et d'un rapport qu'ils ont sorti en mars dernier. Ça peut être surprenant venant d'une institution internationale comme l'UNESCO et pourtant, c'est très sérieux. On va définir les choses. Happy Schools, qu'est-ce qu'ils veulent montrer à travers ça? Le constat remonte en fait à quelques années. Les écoles sont plus qu'un endroit d'apprentissage pur, elles peuvent aussi incarner un endroit sûr et protecteur pour des enfants, en particulier ceux qui vivent au quotidien dans des conditions difficiles. Donc ça peut être même le seul endroit où ils peuvent s'épanouir dans un pays en guerre ou s'ils vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. Donc le rôle de l'école va bien au-delà des apprentissages des savoirs. Ça concerne aussi le développement plus global de l'enfant, les savoir-être et les savoir-faire. Il a été lancé quand ce projet École heureuse? C'est Happy Schools. Alors ça a été lancé en 2014 à Bangkok en Thaïlande. C'était vraiment l'idée pour comprendre le lien entre le bien-être et la joie que pouvaient ressentir les enfants à l'école et l'impact de ce sentiment sur les apprentissages. Et il y en a un impact. Et oui, si l'enfant est heureux, il apprend mieux. Une étude de l'université d'Oxford l'a prouvé, mais attention, c'est pas magique. Ce serait trop simple. Hein. C'est ça, c'est pas parce qu'un enfant est heureux qu'il faut qu'il fasse moins d'efforts que les efforts d'apprentissage soient amoindris. Évidemment, ce serait trop facile. Ok, alors quelles sont les recommandations du rapport de l'UNESCO? Les enseignants, j'imagine, ont comme toujours un rôle essentiel à jouer. Bien sûr, un rôle essentiel. Ce sont eux qui ont la responsabilité de mettre en place un cadre bienveillant dans la classe, d'encourager les enfants à travailler ensemble, à prendre des risques aussi pour progresser plus rapidement. Ils leur font aussi comprendre que les erreurs, c'est pas grave et qu'il faut en faire pour apprendre. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On sait que certaines classes sont surchargées et que les programmes sont très exigeants. Mais voilà, mais j'imagine que le rapport ne met pas l'entière responsabilité de ces écoles heureuses sur les épaules des enseignants. Non, l'UNESCO insiste là-dessus. Les personnes, donc tout l'écosystème, les profs, les parents ont évidemment un rôle à jouer, mais ça doit aussi se refléter via des politiques éducatives, donc par exemple des programmes scolaires moins chargés ou des pédagogies différentes. Ça passe aussi par un lieu, une école, qui soit accessible et saine, et la promotion de valeurs comme l'inclusion et la confiance. Il y a quelques exemples assez spectaculaires, je crois, notamment autour du Yémen. Oui, alors le Yémen, un pays du Moyen-Orient qui est rongé par la guerre civile depuis 10 ans. Depuis 2014, 3000 écoles ont été détruites, et au total, ce sont 2,7 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc ça représente un tiers des enfants en âge d'aller à l'école. C'est énorme. Et d'autre part, les enseignants sont payés de manière irrégulière et certains sont même victimes d'attaques. Donc vous avouez que ce n'est pas un environnement très propice aux écoles heureuses. Et donc comment ils ont fait pour finalement que les écoles yéménites soient des écoles heureuses? Mais justement, dans ces conditions, c'est vraiment là où les écoles peuvent être un îlot de paix et d'épanouissement pour les enfants. Au Yémen, l'UNESCO a en fait lancé un partenariat avec une fondation locale et avec le ministère de l'Éducation. Et les enseignants ont mis en place des choses très simples. Donc, ils ont été formés, des choses très simples dans la classe. Changer l'agencement, ajouter des décorations faites par les élèves, favoriser les travaux de groupe. Donc, tout un ensemble de choses. Et ouais, on a des premiers résultats, ça marche? Et c'est prometteur, oui. Les relations entre élèves sont meilleures. Ça favorise aussi la participation, la créativité en classe. Et ils ont moins peur des examens parce que le prof met en place un cadre rassurant. Et de manière générale, cette initiative de l'UNESCO est prometteuse dans de nombreux pays. Mais l'UNESCO est en constante recherche de partenaires pour mettre en place ces programmes sur le terrain. Et ben voilà, on pourrait faire des écoles heureuses en France. Ce serait chouette. Marie, merci beaucoup. Belle initiative. J'imagine qu'on en apprend plus en allant sur le site de l'UNESCO. Exactement. Et en tapant Happy Schools sur son moteur de recherche préféré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Sébastien Dupont, Les Pères et la Paternité. Je le rappelle, un que sais-je absolument passionnant qui vient de sortir. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Pénélope D à la préparation de l'émission et qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.